Merlin l'Espagnard ? Demande-t-il. Elle sent le couteau froid de la peur s'enfoncer dans son ventre. Elle a envie de vomir. Sibylle. Une main se pose sur son bras gauche. Le visage d'Antoine est proche du sien. Elle lit de l'inquiétude dans ses yeux bleu-gris. Mais elle ne trouve aucun mot, elle suffoque. Elle laisse aller la tête dans le creux de son épaule proche et sans retenir le déluge, elle lâche ses larmes, comme on libère l'eau d'une écluse. Combien de temps demeure-t-elle ainsi, blottie contre lui, anéantie ? Elle a l'impression d'avoir été balancée au fond d'un trou. Lorsqu'enfin elle se calme, qu'elle peut redresser la tête, s'éloigner de lui, la première chose qu'elle remarque, c'est la tache sombre que ses sanglots ont dessinée sur son polo vert. Ensuite, elle voit son regard effaré. Il n'a pas pleuré, mais il est aussi choqué qu'elle. Il a cependant la force de lui sourire. « Ça va mieux ?» demande-t-il. Et elle, idiote, répond « J'ai sali votre polo tout propre. Mon rimel a dû y laisser des traces. Je dois avoir une tête épouvantable. » Tout cela n'est rien à côté de ce que nous venons de découvrir. Elle aime ce nœud qui les relie, mais elle songe que leur découverte risque d'irrémédiablement les séparer. Antoine connaît Merlin, il a été son ami, il a été de ces êtres avec qui son ex s'amusait aux dépens des autres, et Merlin a violé sa femme. Cette nouvelle-là, c'est le pont qui s'effondre dans le fleuve à quelques dizaines de mètres d'eux. C'est un horrible virus qui prend ses aises dans la maison de ses meilleurs amis. Elle ne trouve aucune image pour exprimer l'horreur qu'elle éprouve. Vous étiez l'épouse de Merlin l'Espagnard ? Et Jérôme est son fils ? Elle acquiesce d'un petit mouvement de la tête. Il a retrouvé ses esprits. Il estime sans doute les conséquences de cette découverte. Il passe une main dans ses cheveux, recule, se laisse tomber sur sa chaise, jette un regard à sa tasse de café vide et sur un ton bouleversé, mais tendre, demande « S'il vous plaît, Sibylle, vous pourriez me faire un autre café ?» Une vague se soulève dans son ventre, tourne sur elle-même, quelque chose de joyeux malgré la douleur. Il ne part pas, il ne claque pas la porte, et elle, folle quelque part au creux du vide qu'elle éprouve, répond « Oui, oui, bien entendu, nous en avons besoin, je m'en prépare un aussi. Je crois que de toute manière, ni vous ni moi ne dormirons beaucoup cette nuit. » Quand elle revient, il est appuyé sur le garde-corps de la terrasse, les yeux plongés dans le fleuve, comme s'il s'en inspirait pour trouver l'attitude juste. Il se tourne vers elle, tend la main vers l'eau grise et déclare « J'ai coupé les ponts avec votre mari, il y a 3 ans. Je m'étais promis de ne plus jamais prononcer son nom. Et voilà que vous êtes là, en face de moi, victime de lui comme ma femme l'a été. Pourquoi ce putain de prédateur surgit-il de nouveau dans ma vie ? Vous avez utilisé le mot juste, Antoine. Merlin est un prédateur, et c'est le père de mon enfant. » Elle se sent coupable de la présence de cet homme dans son existence. Un violeur ? Elle est abasourdie par la nouvelle. Elle non plus n'aurait jamais imaginé cela. « Votre ami n'a pas porté plainte contre lui ?» Il hausse les épaules. « Non. » Elle n'a pas voulu affronter une procédure qui n'aboutirait à rien. Selon elle, Merlin a toujours nié. Nous étions proches, lui et moi. Nous avons fait la brinque ensemble. D'un côté, Amélie me reprochait de ne pas avoir deviné sa détresse. Et de l'autre, Merlin m'assurait qu'elle racontait des bobards, ajoutant que la preuve de ce qu'il affirmait était qu'elle refusait de déposer une plainte contre lui, déclarant qu'il avait inventé ce prétexte pour m'abandonner. J'étais anéantie, Sibylle. Celle que j'aimais m'avait quittée en m'accusant de ne pas être à son écoute. Et je ne pouvais plus accorder ma confiance à l'un de mes potes. J'ai choisi de couper les ponts,
de m'enfermer dans mon appartement avec mes livres et de me consoler en contemplant les humeurs du fleuve. Était-ce de la lâcheté? J'avais besoin de me retrouver. Et 3 ans après les faits, je suis encore fragile. Elle s'installe à côté de lui. Une tempête se soulève dans sa tête et 1000 souvenirs remontent, des détails, des réflexions de Merlin, des phrases lâchées dans des moments de colère. Il est devenu insupportable avec elle, 3 ans plus tôt. Il a commencé à tenir un discours odieux sur les femmes, et elle a récolté la haine qu'il cultivait. Un discours contre les faux amis aussi, contre ceux qui vous lâchent quand vous avez besoin d'eux. Des propos de plus en plus haineux, dont elle n'a pas compris la cause. Elle visite sa vie à la lumière des propos d'Antoine. Merlin a commencé à faire mal parce qu'il allait mal. Et il allait mal parce qu'il avait commis l'irréparable ou qu'il en avait été accusé à tort. Cette pensée la secoue. Elle lâche un juron et donne un coup de talon sur le sol. « Que se passe-t-il, Sibylle » demande Antoine. « Je m'en veux. Vous ne pouvez pas savoir. Il m'a fait souffrir, il m'a manipulée, et je viens de lui laisser le bénéfice du doute pour votre ami. Je suis horrible. » Ne vous en voulez pas. Moi aussi, je me suis posé la question. Sans preuve, sans plainte, sans enquête, il y avait une place pour les doutes. Amélie était mon amour, Merlin mon ami. Elle m'a accusée d'avoir été aveugle, d'avoir continué à fréquenter Merlin après ce qu'il lui avait fait. Elle m'a expliqué la raison de son départ 6 mois après m'avoir quitté. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps? Et ce jour-là, elle était étrange. Elle avait gagné en ironie et en froideur. J'étais sidérée. Après qu'elle m'a quittée, Merlin m'a inondé de commentaires meurtriers sur elle. Je lui disais qu'il ne servait à rien de la salir inutilement. Quand Amélie m'a révélé ce qu'elle avait subi, j'ai ressassé les remarques de Merlin, son agressivité, ses mots cinglants. C'est cela qui m'a convaincue qu'elle disait la vérité. La méchanceté de votre ex-mari, son besoin de salir ma compagne chaque fois qu'il me voyait. Il affirmait la traîner dans la boue pour me consoler. Ajoutait que je ne devais pas être malheureux d'avoir perdu une salope. Pour justifier sa rage, il citait Brel, sa chanson « Voir un ami pleurer ». Et il affirmait que me voir dans un tel état lui était insupportable. Elle pose une main sur son bras. Il citait « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel. Oui. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes. Mais voir un ami pleurer, récite-t-elle. Waouh! Vous connaissez les paroles? Combien de fois me les a-t-il servies avant de conclure que dans chaque femme, il y a une pute qui sommeille et que moi aussi, j'agirai un jour mal. Cette chanson lui servait de prétexte pour nourrir sa colère. Ils se regardent en silence.